Voilà, j'ai donc fait mes passes. Rien de bien spécial, hein. J'ai fait mes passes pour faire le petit épaulement. Ici, il ne reste plus qu'à faire les petits chanfreins. Et c'est parfaitement propre. Voilà, notre première pièce est terminée sur l'extérieur. Donc on peut voir qu'elle est pas mal du tout, hein. Donc on a chanfreiné les bords extérieurs ici. L'intérieur à la lime, puisque on pouvait que le faire une fois la pièce démontée. Et maintenant il nous reste à enlever tout ça, donc par l'intérieur avec une barre à alésé, pour arriver à notre diamètre final. Voilà, j'ai donc repris la pièce dans le mandrin en utilisant des petits mordaches en laiton pour protéger ma pièce. On l'a mis bien parallèle à l'arrière par rapport au mandrin en utilisant deux cales parallèles qu'on a mis posées dessus pour fixer notre pièce. Et ainsi on aura une pièce relativement parallèle par rapport, donc un trou bien perpendiculaire à la face arrière. Alors dans un premier temps on va essayer de passer avec le fourré. Même si le trou aura forcément un peu de fourron maintenant, puisqu'on l'a repris, on a fait une reprise dans un mandrin à mordure, mais c'est pas grave, on va percer et on va tout simplement ensuite passer un coup avec une petite barre à laisser pour ramener ça à notre diamètre final. Voilà, on est traversé. Alors on remarque 2-3 choses. Déjà au niveau des copeaux, qui sont pas du tout pareils que... déjà ils sont très cassants. Donc acier relativement, probablement assez dur. Rien à voir avec le premier que j'ai fait, j'ai déjà terminé une des bagues, donc la première, qui était la première que j'ai faite, qui était la deuxième que j'ai faite, celle qui est la pièce, le brut qui était le plus rouillé. Je l'ai terminé et pas de problème, il n'y avait pas ces copeaux là, il y avait un copeau totalement différent, totalement normal, hein. On a encore des restes ici, hein. Voilà. Rien à voir avec cela. Comme on a pu voir, le fourron au début du V qui avait déjà, donc du cône, de la partie conique dans la pièce, nous a fait vibrer notre fourré et puis après automatiquement il revient droit, comme il est assez gros. Et c'est vraiment pas mal. Voilà, on a donc le premier perçage et on peut maintenant passer avec la barre à léser. La barre à léser étant en place, on va pouvoir passer avec dedans pour faire notre première passe. Donc on va voir ce que ça donne. Alors effectivement, beaucoup plus compliqué à passer que dans l'autre bague, la première bague que j'ai terminée. Là, l'acier est beaucoup plus dur et beaucoup plus de vibrations aussi. Mais ça fonctionne. Voilà, donc laissez-moi venir au diamètre final, hein, rien de spécial, on va prendre des passes. Alors là, on peut pas
On peut pas, on est limité à des petites passes, hein, maximum un demi millimètre au diamètre, au rayon, donc 1 millimètre au diamètre, c'est vraiment le grand maxi. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée d'aller autant. Donc on va y aller tout doucement et ramener ça au bon diamètre. Et voilà, notre diamètre est terminé, notre alisage. Et on peut le mesurer, on a exactement ce qu'on voulait. Donc avant de mesurer, on vérifie toujours que l'alisage est propre, qu'il n'y ait pas de copeaux. Et on est parfaitement à 27,02 ou 0,25 on va dire. Ouais, 0,25. Et c'est impeccable. Pour vous montrer, donc j'utilise les micromètres Technica. Alors pour vous montrer, je ne sais pas si j'arrive à faire montrer ça à la caméra, mais on va essayer. Donc, voilà. Donc quand on sort la tige ou quand on la rentre, on va essayer de... Content. C'est pas évident à tenir en même temps. Ah, donc on peut voir le mouvement quand je rentre la tige. Un peu de mal à aligner avec... Alors avec la caméra, bien sûr, on voit pas tout comme il faut, mais à l'œil, vous regardez dedans, c'est absolument parfait, on voit exactement la graduation. Nous revoilà au diviseur et nos pièces sont terminées. Donc, on a notre bague ici, la première, qui vient parfaitement se glisser sur cet alésage. Donc on n'a vraiment aucun jeu, mais aucun jeu perceptible. C'est un ajustement assez serré. Et pareil pour la deuxième. Donc on n'a strictement aucun jeu. Donc ces deux bagues sont faites. Et j'ai aussi, j'en ai profité pour faire aussi les vis. Donc où j'ai pas mal dû réduire. Donc sur les 3 vis, j'ai réduit donc la partie du haut pour donner une épaisseur beaucoup plus faible ici. Et couper à la bonne longueur. Donc on va essayer tout ça et voir ce que ça donne avec un disque de montée. On va essayer celui-ci. On va aligner les trous. Hop. Là. Voilà, donc normalement nos vis ne dépassent plus, on doit être à ras avec un très léger jeu, donc un très léger, sont légèrement plus profondes. On peut remarquer qu'il reste plus beaucoup pour mettre la clé, mais c'est suffisant puisque c'est pas des vis qu'on serre fort, donc il faut aussi faire ça comme il faut, et quand on les met, il faut faire attention de ne pas serrer trop fort. Bien qu'on peut quand même, comme on peut le voir, hein, serrer relativement bien. Voilà, le disque est parfaitement contre. On va sortir le pointeau arrière. Voilà, le disque est en position, donc là on ne peut plus bouger ici. Et on va monter le reste. Alors, on doit monter en premier le compas.
le compas doit toucher le disque. On ne peut pas mettre la rondelle Belleville avant. Si on met la rondelle Belleville avant, lorsqu'on va tourner la manivelle, le comparateur va tourner avec. Enfin, du moins, il y a de grandes chances. Donc, il faut d'abord mettre le compas qui vient contre et la rondelle Belleville. Et ensuite, donc, alors ici, c'est la partie, c'est lequel qui vient là-dessus? C'est la petite. Voilà, donc tout l'intérêt des deux bagues, hein, donc celle-ci est plus épaisse ici, hein, donc il y a plus d'épaisseur à cet endroit-là, 2 mm de plus pour compenser l'épaisseur de ce disque qui est plus faible de 2 mm, tout simplement. Donc on a été obligé de faire deux bagues, ce qui n'est pas du tout un problème. Voilà, donc là on peut voir quand on appuie dessus, le compas est bloqué, il bouge sans pour autant tomber tout seul ou quoi que ce soit. Voilà, donc là maintenant on va monter le pointeau, la manivelle avec le pointeau, on va mettre ça dans un trou, la rondelle et voilà, on va serrer ça. On peut voir que ça tourne très bien, sans pour autant que le diviseur tourne avec. Et il laisse libre le diviseur, pas le diviseur, le compas libre, en restant relativement dur. Hein. Donc là, il faut quand même, il n'est pas facile, quoi. Hein. Il faut le pousser pour qu'il bouge. C'est exactement ce qu'on veut. Parce qu'on veut surtout pas qu'il bouge quand on est en train de tourner notre manivelle. Et ça rentre dans n'importe quel endroit. Hein. Et donc, on peut maintenant régler facilement notre compas là où on en a besoin. Parfait, donc ça fonctionne, le système est bon, c'est viable. On a maintenant un montage propre qui permet l'utilisation normale du compas et de tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec. J'ai donc essayé la même chose avec l'autre bague et l'autre plateau. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne parfait. On est donc bon surtout sur l'origine comme sur l'autre. Voilà, cette fois on y est. Donc on a un montage complet pour la partie disque. Et il nous reste plus qu'à faire la partie nez de broche, donc le faux plateau pour fixer le mandrin. Ça sera donc normalement la dernière étape du diviseur, donc encore une ou deux parties en vidéo. C'est vraiment le seul truc qui reste vraiment à faire pour ce diviseur. Nous voilà prêts pour la partie suivante. Donc on va maintenant s'occuper du plateau, du faux plateau pour le mandrin. Donc j'ai fait quelques plans rapides, donc une petite vue 3D et un plan de base. En premier donc de notre broche. Voilà. Donc ça c'est la pièce que je veux faire pour copier cette broche. Donc on va faire une copie de ça sur un bloc d'acier qui va nous permettre de vérifier que notre plateau, l'alésage et notre filetage est bon sans avoir à l'enlever, à le sortir du mandrin, puisqu'on ne va pas le sortir du mandrin, c'est là le plus délicat. Et aussi il va également nous servir à fixer le plateau une fois qu'on aura fait la face arrière et l'alésage du plateau ainsi que le filetage. On viendra serrer cette imitation, cette copie de la broche dans le mandrin et on viendra visser notre plateau dessus pour faire le côté opposé. Donc la face avant, on pourra la faire après une fois que c'est en la fixant sur notre pièce qu'on a usinée. Donc ça servira d'étalon de contrôle et de fixation. À refaire maintenant, j'aurais fait ça différemment.
et j'aurais plutôt fait d'abord, avant de terminer le diviseur, j'aurais d'abord fait le plateau, puisque j'aurais pu utiliser directement la broche comme étalon. Donc directement j'aurais pu utiliser la broche sans avoir à faire une copie. Enfin, j'aurais quand même dû faire quelque chose pour le fixer dans le mandrin de l'autre sens, mais ça aurait été plus pratique d'avoir directement la broche pour vérifier. Ensuite, donc ça c'est le plan de la broche, de ce qu'on veut faire. Et on a ensuite le plan de notre faux plateau. Alors plan de base, hein, pas de cartouche, tout ça, hein, j'ai fait vite fait un plan. Enfin, j'ai fait un 3D, puis j'ai fait un plan par rapport à la vue 3D. Donc on a toutes les dimensions ici, on a une vue de coupe qui va nous montrer ici notre filetage, donc un M55, donc métrique en diamètre 55, avec un pas de 3 mm. On veut l'arrière, donc la partie qui vient s'emmancher sur la broche, qui vient guider en fin de compte, on la veut à 55-98, hein, pour avoir un ajustement serré dessus, enfin un ajustement serré, pas serré, mais libre mais sans jeu, donc un ajustement de précision. On veut qu'il soit pas trop dur à visser, mais on veut qu'il soit précis. Et pareil, bon, le filetage, hein, voilà. On aura ensuite 3 trous de 10 mm disposés sur un cercle, d'ailleurs j'ai oublié de l'indiquer, un cercle de 135 mm, hein, sur lequel est mis nos 3 trous, et disposés à 120 degrés d'intervalle, hein, puisque c'est un intervalle régulier. Et ensuite on aura, on ne le voit pas là-dessus, on voit juste un des trous ici, donc là, un M6, sur lequel viendra se fixer notre bague, notre disque division à division rapide. Donc il viendra à l'arrière sur un épaulement qui sera ici. Donc on peut voir la vue ici, on a l'arrière. On aura cet épaulement là, le premier à 76 mm sur lequel vient se glisser notre disque division à division rapide. Puis un second petit épaulement ici à 110 sur lequel sera fixé le disque, donc sur lequel il vient prendre appui, et on aura pareil 3 trous M6 disposés à 120 degrés qui viendront le fixer. Il manque quelques cotes, hein, il faut que j'ai pas encore tout à fait défini, et il faudra aussi, donc ici encore un petit dégagement pour que le disque ne soit pas collé directement complètement sur le faux plateau, puisqu'on aura les vis de fixation du mandrin. Et ensuite 15 mm sera l'épaisseur qu'on aura pour fixer le mandrin, donc là où sera fixé le mandrin, plus le petit épaulement de centrage qui vient ici sur le mandrin de 3 mm et demi de dépassement, puisqu'on a à peu près 3,8 de profondeur ici, on le fait à 3,5. Donc, seul petit problème que j'ai pas encore défini. C'est bon, allumer la caméra. Donc ici, dans la broche, on a un trou qui est lui prévu pour fixer notre plateau, parce que ça c'est le plateau, voilà, la chute, hein, donc il va être utilisé. On a ici un trou qui va permettre de bloquer notre plateau sur la broche. Alors là par contre il va falloir trouver une solution de blocage. Donc c'est un simple trou qui va permettre de mettre sur notre plateau. Alors on va prendre comme exemple celui qui avait dessus, qui n'est pas d'origine puisqu'il n'a pas les trous, il faut voir qu'il est vraiment... donc il devrait y avoir un trou quelque part sur la périphérique ici, qui traverse jusqu'ici au niveau du filetage au bon endroit. Alors quand je dis au bon endroit, c'est au bon endroit en longueur, donc sur l'épaisseur au bon endroit, mais également au bon angle pour que le trou arrive en face seulement quand le plateau est serré. Et là par contre ça devient un peu plus compliqué, parce que on peut déjà pas le faire tout de suite, j'ai pas pu le mettre sur le plan puisqu'il faut voir où est-ce qu'on arrive exactement. Et le problème, c'est qu'il faut faire un perçage sur toute la longueur. Donc toute cette longueur. Alors ça va, les forêts sont assez longs.
Le problème, c'est les tarots. Alors là, j'ai pas de tarot long. À l'origine, au fond du trou, il y a un taraudage et une petite vis à 6 pans creux qui vient se mettre dans la broche. Donc il vient rentrer dans le trou de la broche et la bloquer en place, puisque c'est un diviseur et que le fraisage fait souvent des vibrations. Si on a trop de vibrations, le plateau va bouger, va se dévisser, notre pièce est foutue. Et en plus, on casse la fraise. Si c'est une petite fraise, on a encore des risques de ce côté-là. Donc ça, c'est encore un truc à voir, à étudier. Voilà donc sorti la petite scie à ruban pour couper notre morceau qui va servir à faire la copie de la broche. Donc ça coupe très bien, assez rapide finalement. Bon, c'est une petite machine chinoise, hein. Je crois que c'est la seule machine chinoise que j'ai, qui me reste quoi. Et bon, on peut pas dire qu'elle fonctionne mal, hein, donc c'est pas si mal. Ça tourne, ça coupe. Il a fallu faire un bon réglage pour avoir des coupes droites, à peu près droites. Et là c'est pas mal. Réglage des roulements, tout ça. Pour l'instant c'est la lame d'origine, elle coupe très bien. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle a une... là où la lame est soudée ensemble, il y a un petit déport. Donc la lame dépasse et parfois elle accroche. Elle accroche et ça se bloque. Ça c'est un peu chiant. Mais bon, elle coupe bien. L'étau est un peu merdique, mais ça tient, ça fonctionne. Donc je mets un peu d'huile de coupe à chaque fois. On pourrait y mettre éventuellement mettre un petit huileur ici avec un compte-goutte, un goutte à goutte, c'est intéressant. Aussi le truc qui serait à faire, on peut voir que les cocos s'accumulent ici et ici, et donc ils rentrent dedans. Hein. L'idéal serait de mettre un petit, ici une petite feutrine de chaque côté pour éviter, ou bien un plastique qui vient contre la lame, qui éviterait les cocos qui rentrent dedans, ça essuierait les cocos, c'est aussi une petite modification à faire. Voilà, notre pièce est coupée. Donc à la scie à ruban. Plutôt bien droit et propre. Comparé à l'autre côté, qui est coupé un peu plus en biais. On voit bien que c'est pas une coupe la scie à ruban, mais une coupe à la main, ça. On va donc pouvoir passer au tour. Voilà, on est donc sur le tour et on va s'occuper donc de fabriquer la copie de la broche. Alors dans un premier temps, on a monté ça sur le tour de façon simple dans les morts. On a laissé dépasser de légèrement plus de la moitié, ce qui va nous permettre de surfacer, enfin de charioter toute la partie extérieure sur plus de la moitié et surfacer la partie avant afin d'enlever le voilage et faire une surface bien plane. Donc c'est qu'une histoire de propreté pour ce côté là. Ensuite, comme plus de la moitié sera faite, on pourra retourner notre pièce et avoir une bonne assise dans le mandrin, donc sur les morts, hein, donc quelque chose de propre, et on pourra faire la partie suivante ici, donc l'autre côté qui est dans les morts à l'opposé, et le surfaçage de l'autre côté. Alors ce qu'il faut surtout faire attention, donc une fois qu'il sera mis de l'autre sens et charioté, dressé, on fera ensuite les deux épaulements, l'un qui sera l'épaulement de précision et l'autre pour le filetage. Et on aura ensuite à faire un filetage, donc opération intéressante à montrer parce que je crois que je n'ai pas encore fait sous caméra, donc c'est l'occasion de montrer un peu comment je procède. Et surtout il faudra donc cette pièce devra être sortie du mandrin, hein, donc, puisque je dois ensuite faire le plateau et visser la partie là qui sera faite, qui sera une imitation de la broche, servira d'étalon pour la fabrication du plateau, donc du trou. Et ensuite elle devra être remise là-dedans dans le mandrin pour lui prendre ici tout simplement pour lui prendre la passe
pour le fixer dessus et prendre les passes sur l'avant. Donc elle servira également de cymblot pour fixer le faux plateau en cours d'usinage. Donc là se pose un certain nombre de problèmes. Alors en premier lieu, on a un souci, il faudra être très attentif sur le faux rond. C'est-à-dire quand on va remettre cette pièce dedans, la deuxième fois, elle devra tourner parfaitement rond pour que notre plateau soit parfaitement bien usiné. Sinon, on aura un plateau qui tournera pas rond sur le diviseur. Ça, on veut éviter. Alors, ce qu'on va faire, au moment où on va enlever avant de l'enlever, on va faire un marquage. C'est-à-dire qu'on a le mort numéro 1, ici, on va marquer la pièce de ce sens pour la profondeur, laquelle il est dedans, et de ce sens pour dire, voilà, à cet endroit-là, c'est le milieu du mort numéro 1, pour qu'on vienne vraiment la remettre dans la même position dans le mandrin, et on ajustera au comparateur, on verra ce que ça donne. Alors ça, c'est la partie un peu qui m'embête un peu, mais bon, on n'a pas le choix, j'ai pas d'autre solution. L'idéal serait d'avoir un 4 morts indépendant, ou un 3 morts indépendant, ce qui fonctionnerait aussi, puisque ça existe. J'en ai un en 3 morts indépendants et concentriques, c'est-à-dire que les 3 morts sont concentriques comme ici, mais peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre. Le problème, c'est que ce mandrin n'est pas adapté pour ce faux plateau, et je n'ai pas d'autre pour l'instant. Alors, puis c'est des faux plateaux qui sont beaucoup plus compliqués à faire, et que j'ai pour projet de faire une broche en adaptation camlock, donc qui sera adaptation à fixation rapide. Mais ça, c'est un autre projet. Voilà, donc à peu près le plan des opérations. Donc ce que je vais faire, je vais surfacer, je vais faire toutes ces opérations de base hors caméra, puisque j'ai déjà fait ces opérations un peu dans toutes les vidéos. Surfaçage, dressage, chariotage, épaulement, tout ça, c'est des choses simples à faire, et il n'y a pas vraiment il n'y a plus grand chose à montrer. Donc si vraiment quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à demander, et puis je ferai éventuellement une vidéo réponse ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est des opérations de base. Alors, je vais vous reprendre pour le filetage, puisque le filetage est une opération intéressante, et éventuellement le rainurage, puisqu'il faudra faire une rainure entre l'épaulement de précision et celui du filetage, pour la fin du filetage, pour que l'outil s'arrête dans une cavité. Donc éventuellement, je vais vous reprendre pour ça. Et surtout, bien pour le filetage. Voilà. Je vais donc faire ça, et je vous reprends. Alors, avant d'arriver aux parties intéressantes sur le tour, donc qui est la rainure et le filetage, on va un peu parler du filetage. Alors ici on a une vue de base, donc filetage ISO, norme NF, ou les normes classiques, donc les plus utilisées. Et ce que je veux vous montrer, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt le schéma. Donc on a ici un schéma qui nous montre la vis et l'écrou, donc le filet, comment qu'il est formé. Donc on a le fond ici, et le fond de l'écrou, donc les pointes de l'écrou qui sont légèrement plates. Et ce que je veux surtout montrer, c'est le milieu ici. Donc ce qu'on appelle le diamètre sur flanc. Et on a donc ici le micromètre qui va permettre de mesurer ce diamètre, puisque c'est la dimension qu'on veut voir. Voilà, donc on a ici un micromètre, ce qui ressemble à un micromètre standard, même principe, mis à part qu'il a ici des trous de chaque côté, et qui doit être livré avec un jeu de touches. Donc là c'est un 50 à 75, et on a ici les différentes touches pour les différents pas. Donc on peut aller au début pas 1 à 1,25 avec les deux premières, 1,5 à 1,75, 2 à 2,5, 3 à 4, 4,5 à 6. Donc jusqu'au pas de 6 pour ce diamètre-là, donc de 50 à 75. Nous on a un pas de 3, on va choisir la touche numéro 7 pour pas de 3 et 4. On a donc une partie là, et une partie pointue. Donc qui vont venir mesurer le filet de part et d'autre. Donc ça va rentrer dans le filet, celui-ci va rentrer à l'opposé. Donc de cette manière-là. Et ainsi, ils sont parfaitement calibrés. Donc on a aussi un calibre étalon pour étalonner le micromètre.
Donc ils sont juste tout simplement glissés dedans. Donc ça rentre dedans, hop, c'est embuté, parfaitement précis. Et ce micromètre va nous mesurer le diamètre au flanc des filets. Non pas au fond, ni au bout. Il vient mesurer le diamètre des flancs, d'où l'intérêt d'avoir un tableau pour les normes standards qui nous donne le diamètre sur flanc. Donc D2 ici. Donc c'est à la moitié du filet à peu près. Ici, bon, c'est pas un pas standard. C'est du 55 en diamètre avec un pas de 3, donc c'est pas là-dedans. C'est juste pour illustrer comment mesurer avec un micromètre à filetage. Il faut connaître le diamètre sur flanc. Alors il se calcule aussi, on a les calculs en dessous. Mais ici, ce qu'on a fait, on a simplement mesuré le diamètre sur flanc sur la broche et on va la ramener, la rapporter sur le diamètre de notre copie de la broche. Donc dans notre cas, 53 mm tout pile. Voilà, nos épaulements sont faits. Enfin, petits épaulements, puisqu'on a le diamètre de précision ici, donc celui ici, et le devant pour le filetage. Et le reste, c'est juste pour être propre. Donc, on va maintenant passer à la rainure. On va faire une rainure ici, contre le premier épaulement, qui va permettre de donner de la place pour la fin du filet. Donc l'outil, quand il va arriver dans cette rainure, hop, ça nous laisse le temps de désengager la vis mère sans faire de bêtises et aller trop loin ou ne jamais pouvoir arrêter au bon endroit, puisque c'est très important. Donc on va tout simplement, dans un premier temps, bien mettre notre outil à tronçonner et à faire des gorges, donc qui est une lame rapportée, donc avec outil plaquette carbure. On peut utiliser une HSS, on utilise ce qu'on veut. Le plus important, c'est de l'avoir parfaitement droite, donc elle doit être parfaitement perpendiculaire au banc. Pour cela, on peut utiliser un comparateur en mettant sur la plaque et avancer, reculer, ou alors tout simplement, si on a un mandrin en bon état, on vient contre. Le mandrin est parfaitement droit ici, on vient contre et on serre. Donc, on desserre la tourelle, on vient contre jusqu'à ce qu'on ait bien un plat dessus et on serre. Deuxième chose, régler parfaitement à hauteur de pointe. L'outil à tronçonner, on ne le veut pas trop bas, on ne le veut pas trop haut. Il faut qu'il soit parfaitement réglé à hauteur de pointe. Donc c'est très important. Deuxièmement, tout doit être bien serré. Bloquer le chariot, bloquer tout ce qui est bloquable. La tourelle comme il faut, le porte-outil bien fixé, il faut que ça soit rigide. C'est un des principaux problèmes qu'ont la plupart, surtout au début, avec le tronçonnage. C'est une opération qui pose souvent problème. Souvent c'est aussi dû à la rigidité de la machine sur les petits tours, et ça c'est pas évident. Celui-ci, il n'y a pas trop de soucis. Mais il faut que tout soit bien rigide. C'est très important d'avoir un montage propre et rigide et bien réglé. C'est déjà la base, c'est vraiment le plus important. Alors on peut mettre l'outil à l'envers et tourner à l'envers. C'est possible aussi. C'est-à-dire tête vers en bas et faire tourner le tour de l'autre sens, inverser le sens de la broche. Ce qui va permettre de dégager le copeau vers le sol et non pas vers le haut, parce que vers le haut il a tendance à s'accumuler, puis ça fait un copeau en escargot. Et donc il a tendance à rester, à se bloquer sur l'outil. Voilà, donc ça c'est pour les principes de base à respecter si on veut réussir un tronçonnage ou une gorge sans détériorer l'outil. Voilà, on est donc prêt pour notre gorge. On va venir toucher la partie là. On est donc parfaitement à 14 mm, je veux ma rainure, le bout à 14 mm. On a donc mis le bout de l'outil ici sur la face avant, on a mis à 0 et on est venu 14 mm. Voilà, donc maintenant on va toucher le diamètre là, le plus petit. On va se mettre à 0 et on veut faire une gorge de 2 mm de profondeur, donc sur le rayon. Et on sera parfait. Donc, vitesse de rotation relativement faible, on devrait être à peu près aux environs de 400 tours minute maximum, donc peut-être un peu moins. On peut aller plus vite, bien sûr, mais on n'est pas pressé et on veut faire quelque chose de propre. Ensuite, préférez garder du lubrifiant assez régulièrement dessus. Vous mettez un pinceau, vous pouvez le tenir dessus, ce qui va également avoir pour enlever les copeaux. Voilà, on va venir toucher.
là on trouve déjà la petite rainure de côté, hein, parce qu'elle n'était pas tout à fait à 14. Voilà, on voit bien qu'on a touché ici. Alors la première fois qu'on a touché, on touchait tout simplement l'arrondi de l'épaulement, puisque l'outil qu'on a utilisé a un rayon de bec assez important. Voilà, donc là on s'est mis à 0 et on va plonger dedans. Voilà, notre rainure est faite à 2 mm de profondeur. Et alors je sais pas si j'avais pas peut-être la main un peu devant avec le pinceau, alors désolé si elle était devant. Je l'ai mis plus à côté après. Donc vous voyez que ça se passe très bien. Alors selon le type d'acier, les copeaux sont pas pareils. On peut voir qu'ici ça n'a pas fait les copeaux enroulés, on a tourné assez vite, c'est un acier très tendre, à faire doux, hein, c'est de l'étirer. De spécial, donc c'est pas un acier spécialement intéressant pour l'usinage. Alors les finis pas terrible, mais on a fait notre petite gorge. On va donc légèrement l'agrandir en venant légèrement par ici de quelques dixièmes et recommencer l'opération. On va prendre un demi-millimètre de plus, histoire d'avoir vraiment la bonne profondeur. Voilà, la gorge est terminée, sans problème, sans accroc, sans casse, et avec une usure minimum de la plaquette. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, on peut venir simplement chanfreiner les deux bords. Pour ça, on peut simplement utiliser l'outil à fileter qu'on va mettre dessus, qui pourra être utilisé pour faire un mini chanfrein ici, hein, pas de souci. Il faut y aller doucement, ça tout dépend aussi de l'acier que vous avez à faire, que vous avez à usiner. Là, c'est un acier facile à usiner. Voilà, on a donc notre gorge. Et maintenant, je vais vous montrer la technique du filetage au repère, c'est-à-dire sans appareil à fileter. Vous n'avez rien besoin du tout, si ce n'est d'un repère fixe sur la poupée, un repère fixe sur la partie de la broche, et pareil sur la vis mère. Alors je vais vous montrer ça, et je vais vous montrer comment on fait. Voilà, notre outil est monté, donc outil à fileter, et on va devoir l'ajuster, donc il doit parfaitement être perpendiculaire à la pièce ou au banc. Et pour cela, soit on fait comme avant, hein, la technique que je vous ai montré pour l'outil à tronçonner, mais souvent l'outil n'est pas bien fini de côté, donc on a des calibres, tout simplement un calibre, hein, de ce type, donc un 60 degrés, donc tous les angles font 60 degrés, et on va simplement le poser soit contre la pièce à l'avant ici, quand la pièce est relativement longue, et on vient mettre notre outil à fileter dans les petites encoches, et vérifier qu'il n'y a pas de jour qui passe, qu'on est parfaitement aligné. Ou alors on peut l'utiliser comme je l'ai fait par le côté, puisqu'on a une surface parfaitement perpendiculaire ici, vu qu'on l'a usiné sur place. On vient poser contre, et on vient vérifier avec notre outil qu'on peut mettre dans le V ici. Hop.
vient ajuster pour voir qu'on est parfaitement bon. Voilà, donc on verra qu'on est parfaitement, qu'on n'est pas comme ça, qu'on n'est pas comme ça, que tout soit bien aligné. Ensuite, on se prépare bien sûr, on se met en place hein, pour le filetage, mais petite chose à voir, ici, on va cette fois prendre nos profondeurs de passe, non pas avec le chariot transversal, mais avec le petit chariot. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir le mettre en diagonale. Ici, on avance droit. Qu'est-ce qui se passe si on avance droit? En regardant la pointe de l'outil, on peut voir qu'elle avance droite. Donc si on fait ça, quand on va prendre nos passes, l'outil va couper sur les deux côtés, sur les deux faces de l'outil. Donc les deux faces du triangle que forme la pointe vont travailler en même temps. Ce qu'on veut éviter, parce que c'est là qu'arrivent la plupart des casses de ces outils. C'est comme ça qu'on les abîme la plupart du temps, hein, vu que l'effort est trop important et casse la pointe. Hein, c'est ce qui arrive souvent, surtout au début, quand on n'a pas l'habitude de faire des filetages. Éviter cette technique, sauf à la limite pour de l'aluminium, du plastique, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on arrive sur l'acier, éviter. C'est ce qui casse la plupart du temps les outils. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Notre filetage, chaque tranche du filet, d'un filet à 60 degrés, on parle hein, bien sûr du standard, fait donc 30 degrés. Donc on divise par deux, chaque côté fait 30 degrés d'angle par rapport au centre. On va donc tourner notre chariot de maximum 30 degrés. Alors ce qu'on veut faire, on va le mettre toujours un peu moins parce qu'on ne veut surtout pas dépasser les 30 degrés. Si on dépasse les 30 degrés, on va couper avec l'arrière de l'outil. Et on va être légèrement, on va plus être bon sur notre filet, hein, donc il faut vraiment éviter de rentrer à plus de 30 degrés. Alors on peut être moins, donc pour éviter ça, on le règle à 29 degrés. Comme ça, il n'y a pas de souci, 29 degrés, c'est parfait. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Notre outil rentre en biais, en suivant la ligne d'une de ses faces d'attaque. Donc, plutôt que couper sur toute la largeur, on travaille qu'avec une face, et seulement un côté. On fait une passe, hop, on va rentrer juste avec cet angle, le côté là. Voilà, et là du coup, notre filet est proprement fait et sans aucun problème de casse. Enfin, à condition que tout soit bien positionné et bien utilisé. Voilà, c'est donc comme ça qu'on veut rentrer. On peut installer, puisqu'on est en biais, le vernier, le tambour gradué n'est pas juste. Hein. Donc il n'a plus les mêmes valeurs. Les valeurs dessus sont pas justes, puisque ça se déplace comme ça dedans. Par contre, on peut utiliser très bien une base magnétique avec un comparateur ici, qui va nous donner la valeur exacte du mouvement de ce sens, du mouvement de l'outil. C'est une possibilité. Ou alors par mesure successive avec les micromètres, hein, on y arrivera très bien. Ensuite, on va régler, alors je vais vous montrer à l'arrière du tour ici, hop, on a la plaquette qui nous indique les filets. Hein, donc ici on veut un pas de 3. Donc les roues dentées c'est ok, et c'est toujours les mêmes pour tous les pas métriques. On veut un pas de 3, donc levier en position 3 et l'autre en position B, donc 3B. Très simple, on va donc utiliser, on va mettre le levier là en position 3. Voilà, et celui-ci en position B. Hop, je vais tourner un peu ça, voilà. Donc 3 ici, B ici. Voilà. Et embrayer la vis mère. Voilà, donc on est quasiment prêt pour le filet. Il ne reste plus qu'à vous montrer le système avec les repères. Alors on va mettre ça en place. Hop. Voilà, on a donc mis nos repères. Un repère sur la partie fixe, un repère sur la partie mobile. Donc la broche est là, elle tourne ici, hein, et on a fait un repère face à face. Et sur notre vis mère qui est ici, hein, on a mis la même chose, un repère fixe et un repère sur la vis mère. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple. On va mettre à l'arrière une butée. Donc on va se mettre en position pour fileter. On va dire qu'on va commencer notre filet à ce niveau-là, ce qui nous laisse une marge de sécurité quand même, on ne va pas aller trop près. Et on engage la vis mère. Ok. Voilà.
la vis mère est engagée. Donc on a mis notre levier en place. Et on a ici une butée à l'arrière qu'on va venir placer contre le chariot ici. Alors vous pouvez mettre une butée ici, si vous en avez une. Vous pouvez utiliser la contrepointe, donc la poupée mobile, la remettre en butée sur le traînard, la fixer, voilà, c'est une butée. Tout ce que vous voulez, mais il faut que le chariot puisse venir dans une butée qu'on ne va plus bouger au moment de revenir en arrière. Alors comment ça va fonctionner? C'est très simple. On va mettre donc notre butée, notre chariot est en butée et il est embrayé. Donc la vis mère est embrayée. Et on va ensuite tout simplement mettre en route et faire notre passe. On va arriver jusque dans la rainure. Arriver dans la rainure, on débraye notre vis mère. Hop. Donc on la débraye. On revient, on coupe le tour, on revient en arrière. On prend notre manivelle, on revient en arrière. Et on va se mettre contre la butée. À ce moment-là, on tourne le mandrin à la main pour aligner le repère là et celui-là, de la même manière qu'on est ici. Alors quand on coupe le tour, vu qu'on va le faire tourner doucement, on regarde déjà que le repère se rapproche ici, puisque celui-là tourne beaucoup plus lentement. On va déjà voir qu'il se rapproche, et quand il se rapproche, on coupe le tour, et on n'aura plus qu'à faire un tour ou deux à la main pour aligner ce repère-là avec celui-ci. Une fois que ces deux repères sont alignés, on embraye ici la vis mère, et on est exactement à la même position que la position d'origine qu'on a fait à la première passe. Et on fait ainsi de suite nos passes. On est toujours à la même position. Qu'importe le filet, qu'importe le pas, qu'importe ce qu'on veut. Il n'y a pas de calcul à faire. On se met contre, on embraye, on aligne les repères, on embraye et on fait notre passe. Bon, alors concrètement, je vais vous montrer ça donc de façon plus réaliste en utilisation réelle.